Deux invités à un plateau, une règle du jeu, pas d'animateur. Ils sont tout seuls devant les caméras. Alors on commence par vous, présentez-vous. Je m'appelle Mylène Veil, je suis chercheure au CNRS, à l'Institut des sciences de l'évolution de l'Université de Montpellier 2. Et mon laboratoire étudie les mécanismes de l'adaptation avec comme modèle d'étude le moustique. Même question, qui êtes-vous ? Je suis Catherine Bourgoin, je suis chercheure à l'Institut Pasteur et je m'intéresse aux interactions entre l'agent du paludisme et le moustique. Et je dirige également une plateforme qui produit les moustiques et qui permet de réaliser des infections de moustiques avec des parasites. Top chrono, vous avez maintenant 30 minutes pour vous exprimer et vous écouter. Allez, c'est parti. Des moustiques contre le paludisme, c'est vrai que c'est un titre étonnant parce qu'utiliser des moustiques pour lutter contre les moustiques, c'est ce qu'on voit arriver comme idée dans les laboratoires depuis quelques années et qui commence à arriver sur le terrain très récemment. Donc la question, c'est de savoir comment ils sont fabriqués, est-ce qu'il y a différentes manières d'envisager ces moustiques transformés et comment ça peut marcher et si ça peut marcher effectivement sur le terrain. Mais ça ne concerne pas uniquement le paludisme, hein. Il faut voir aussi qu'il y a d'autres maladies qui sont véhiculées par les moustiques et c'est intéressant de les considérer. Et les derniers développements vont plus lutter contre des maladies virales comme la dengue, transmises par d'autres espèces de moustiques. Et ça, c'est vraiment d'actualité et je pense que c'est intéressant de confronter et de regarder les différents systèmes parce qu'il y a des choses qui vont peut-être pouvoir être applicables dans un système et pas forcément dans l'autre. Pourquoi est-ce qu'on pense à ce genre d'approche est effectivement importante? C'est aussi parce qu'on est en situation problématique avec les insecticides. Et en Afrique en particulier, il y a une étude tout à fait récente qui a été publiée qui montre que là où on a lutté contre le paludisme en utilisant des moustiquaires imprégnés, maintenant on a une incidence de la résistance des moustiques aux insecticides. Et donc cet outil qui permettait de protéger l'homme de la piqûre, donc de l'atteinte par le paludisme, est en train vraiment clairement de disparaître. Donc il faut envisager sérieusement d'autres approches et ces fameux moustiques modifiés pourraient être une ouverture. Non, je pense qu'effectivement, pour lutter contre les moustiques, il faut essayer tout type d'ouverture. Parce que la résistance aux insecticides, on voit bien que ça fait des années qu'on l'étudie dans mon laboratoire. On se rend compte que les moustiques deviennent résistants à toutes les classes d'insecticides connues. On n'a plus rien en stock comme nouvel insecticide qui soit efficace. C'est un petit peu comme la résistance aux antibiotiques. On a le même problème aujourd'hui pour les bactéries. Le problème, c'est qu'on n'a pas du tout de nouvel insecticide qui a été développé ces 20 dernières années. Donc une raison très forte de penser à d'autres méthodologies pour contrôler... D'autres méthodologies ou des insecticides beaucoup plus efficaces et bon pour l'environnement. C'est vrai qu'il n'y a rien qui est développé par les boîtes insecticides depuis 20 ans. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le fait que ces maladies sont essentiellement des problèmes dans les pays dits en développement. Et donc, trouver même des produits chers, c'est absolument pas développable et applicable dans ces pays-là. En plus, selon le type de maladie, les insecticides peuvent effectivement ou ne pas contrôler les populations de moustiques. Et dans le cas du paludisme, la lutte insecticide, elle se fait uniquement au niveau des maisons et des adultes. Donc il faut que ce soit des nouveaux insecticides qui n'affectent pas du tout les populations humaines puisqu'elles vont être directement en contact avec ces produits-là. Donc il faudrait clairement penser à d'autres solutions. Tout à fait, mais bon, jusque-là, il n'y a jamais eu d'insecticide qui a été développé spécifique des moustiques. À chaque fois, c'est des insecticides qui ont été développés pour l'agriculture, parce que c'est là que c'est financièrement intéressant pour les boîtes qui développent des insecticides. La santé humaine n'a jamais été intéressante pour ces boîtes-là. Donc pour moi, ce serait vraiment intéressant que ce soit une entreprise gouvernementale qui se charge de ce type de projet. Le deuxième point aussi, c'est de voir un petit peu l'importance et le développement, l'expansion de ces maladies qui, malgré des années de contrôle tant des populations moustiques que des médicaments pour soigner les gens ou prévenir la maladie. Il y a aussi une expansion donc, du paludisme, on le voit. Il y a eu une diminution du nombre de cas,
mais on n'est pas encore sûr que ce soit vraiment une diminution du nombre de cas, mais plutôt on est capable de les identifier maintenant. Et puis il y a les expansions des épidémies virales, comme on a pu voir ces dernières années avec les épidémies de dengue dans des régions du monde où il n'y avait absolument pas d'épidémie. Donc il y a tous ces facteurs-là qui sont vraiment importants, où on a besoin de plus en plus de lutter contre les maladies, mais on a aussi besoin de trouver des méthodes qui puissent être praticables tant dans les pays en voie de développement que dans d'autres régions qui sont touchées aussi par ces maladies-là. Tout à fait. Il n'y a pas que les pays en voie de développement, puisqu'on voit aussi une expansion des moustiques qui jusque-là, effectivement, étaient réservés aux pays du Sud. Donc ça intéressait quand même beaucoup moins la population ou les gouvernements, parce que jusque-là, le paludisme, c'était l'Afrique, essentiellement. C'est 1 million de morts, mais c'est les Africains. Maintenant, on parle de maladies émergentes, c'est-à-dire de maladies qui ont osé sortir d'Afrique, essentiellement. Et ça commence à toucher le virus du Nil aux USA. On voit le chikungunya qui effectivement a touché la Réunion, donc on en a beaucoup plus parlé. Quand le chikungunya était africain, personne ne savait ce que c'était. Ça a touché la Réunion, on s'est mis à parler du chikungunya. Oui. Maintenant, ça touche l'Italie. D'un seul coup, c'est beaucoup plus important. Et on voit le moustique qui est porteur du chikungunya ou de la dengue, qui est arrivé en Espagne, en Italie, qui arrive en France. Donc, d'un seul coup, ça devient beaucoup plus intéressant pour la population parce que c'est en train d'arriver dans les pays du Nord. Et on sait que le Aedes albopictus, pour le citer, est en train, effectivement, d'arriver dans les pays du Nord. Et je pense qu'effectivement, ça va motiver beaucoup plus de recherche, beaucoup plus de financement, tant mieux pour nous, pour aller s'intéresser à ces moustiques. Et beaucoup de questionnements. Il y a eu donc une réunion européenne il y a 2 ans pour s'interroger sur ces questions-là. Et de cette réunion étaient des représentants de l'Europe qui ont lancé une enquête pour essayer de voir comment, si c'était envisageable, dans le contexte uniquement de l'Europe, d'envisager des moustiques modifiés. Et surtout, c'était ce qu'on appelle le risk assessment sur l'environnement, donc les effets sur l'environnement, d'envisager l'utilisation de ce genre de procédés pour contrôler les populations de moustiques. Oui, c'est une réalité. Et les moustiques modifiés, relargués pour lutter contre des maladies, c'est déjà une réalité, puisque c'est déjà utilisé sur le terrain. Alors, il y a eu des premiers essais, et justement tout à fait récents, par nos collègues australiens qui ont montré... Alors, ce n'est pas tout à fait des moustiques modifiés, c'est des moustiques qui sont porteurs d'un système bactérien. Et effectivement, d'avoir la possibilité de tester quel est le comportement de ces moustiques dans un environnement. Mais il y a d'autres essais qui sont en cours de validation avec l'un des moustiques qui sont génétiquement modifiés. Dans le monde, il n'y a à ma connaissance, il n'y a qu'une seule société qui s'intéresse à cette problématique des insectes modifiés de manière générale et en particulier des moustiques. Le principe, c'est le SIT, la méthode de stérilisation des moustiques, et de telle sorte qu'il n'y ait plus de reproduction et que les mâles stériles rentrent en compétition avec les mâles sauvages, et de ce fait, les descendances vont être abortives. Donc ils ont une stratégie développée de cette manière-là, et ils ont une stratégie qui est assez séduisante. Ils ont trouvé une manière de rendre les femelles moustiques incapables de voler. Et si les femelles moustiques ne peuvent pas voler, à ce moment-là, elles ne peuvent pas s'accoupler. Et de ce fait-là, ils ont donc cette lignée qui va, dans la descendance, ne produire que des femelles incapables de voler. Mais les essais, pour l'instant, ont été initiés aux îles Caïmans. Le point très important sur ce genre de programme, c'est de préparer les populations. On ne peut pas imaginer d'utiliser des moustiques génétiquement modifiés sans que les populations qui vivent dans les zones concernées n'adhèrent au programme. Très clairement, parce que là, on va leur demander d'accepter une lutte contre les moustiques par leur relargage de moustiques supplémentaires dans la population. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut qu'ils acceptent. Donc c'est difficile à comprendre, à accepter, même si au final, ça peut éventuellement, je dis bien éventuellement, conduire à lutter contre la maladie, parce que pour l'instant, ce n'est pas encore prouvé. Le gros problème de ces moustiques modifiés, dans ce qui a été publié jusqu'à présent, ce que j'ai vu dans les papiers, pour les moustiques qui étaient modifiés, par exemple, pour ne plus être infectables par le parasite du paludisme, c'est qu'ils ont un coût, ils ont un fardeau à porter. Généralement, ils n'ont pas une valeur sélective très bonne. Et du coup, ils perdent la compétition par rapport aux moustiques sauvages. Donc imaginez de relarguer ces moustiques dans la nature et qu'ils soient capables de prendre le pas sur les populations naturelles, généralement, c'est très difficile à envisager.
Non, tout à fait, c'est un point qui est essentiel. Donc en fait, sur la problématique d'utiliser des moustiques modifiés pour lutter contre le paludisme, cette problématique est différente de la problématique de lutter contre les maladies dues au virus, comme la dengue ou le chikungunya. Les espèces étant différentes, des bioécologies différentes, on peut faire certaines choses avec certaines espèces qu'on ne va pas pouvoir faire avec d'autres espèces. La question, c'est qu'il ne faut pas abandonner les anciennes pistes, hein, parce que pour l'instant, les nouvelles pistes ne sont pas au point. Elles sont en cours de réflexion. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a comme nouveau développement, par exemple, contre Anophèle, contre les moustiques qui transmettent la malaria? Est-ce qu'il y a des moustiques modifiés qui fonctionnent? Non, pour l'instant, il n'y a pas de moustiques modifiés. Il y a la démonstration que certains composants, donc en créant des lignées transgéniques éventuellement, on peut arriver à bloquer le développement du parasite. La problématique, elle est très, très complexe dans le cas des anophèles vecteurs du paludisme, parce que chaque pays a sa propre espèce de moustique. Donc il faudrait fabriquer une espèce particulière pour chaque pays. Oui, il faut trouver un système un peu universel sur les anophèles, alors que les fameux Aedes, qui sont vecteurs de la dengue ou du chikungunya, c'est deux espèces essentielles qui circulent sur tout le globe. Donc ce qu'on va développer pour un pays va s'appliquer dans un autre pays, puisque l'espèce est la même. Mais les moustiques modifiés transgéniques, ils sont patraques. En gros, ils ne se portent pas bien et ils sont en laboratoire. Quand ils sont mis en compétition avec les moustiques sauvages, ils sont perdus assez rapidement en quelques générations. Donc comment envisager que ces moustiques transgéniques, qui sont plus affectables par les parasites du paludisme, puissent envahir les populations sauvages? Ça c'est quand même un gros souci. C'est tout l'objet des recherches de plusieurs laboratoires. Et il y a énormément de travaux qui sont faits pour essayer de trouver des mécanismes de telle sorte que ce caractère qui rend le moustique non incapable de transmettre puisse se propager dans la population de moustiques. Mais dans le cas des anophèles, la connaissance avance, les technologies avancent, mais la faisabilité au moyen terme, on en est encore bien loin. D'accord. Alors que pour les Aedes, je pense que la situation est clairement différente et qu'on est dans une phase où l'utilisation n'est peut-être pas si loin. Pour les anophèles qui sont vecteurs du paludisme et pour la lutte contre le paludisme par des moyens transgéniques, on est vraiment en développement, mais très loin du compte pour des applications sur le terrain. Tout à fait. Pour les développements récents d'Aedes vecteurs de la dengue ou du chikungunya, il y a cette stratégie d'utiliser des bactéries Wolbachia qui sont des bactéries qui permettent à ces moustiques d'envahir les populations naturelles. Et il a été montré que chez Aedes aegypti, donc le vecteur de la dengue, qui n'est pas naturellement infecté par cette bactérie, l'infection par Wolbachia le protège des virus de la dengue et du chikungunya. Et une équipe australienne a relâché, donc ils ont fait des relargages réguliers en Australie avec ce moustique, et ils ont montré récemment que ce moustique infecté par Wolbachia envahissait les populations naturelles. Et est-ce qu'ils ont mis en place des mesures de contrôle qu'ils ne sortent pas de l'Australie, puisque j'imagine qu'il y a eu Empêcher un moustique de sortir de quelque part, ça me paraît quand même compliqué. On a montré justement que les moustiques voyageaient sans aucun problème sur toute la planète. Alors évidemment, ils ne voyagent pas en volant, mais ils prennent le bateau, ils prennent l'avion sans aucun problème. Moi, je pense qu'il y a deux types de risques, effectivement, que je vois là tout de suite à différencier. Un des premiers risques, c'est que la méthode de protection, c'est-à-dire que le moustique modifié ne soit plus infecté par le virus de la dengue, par exemple, cette méthode, ça ne marche plus. La méthode elle-même ne marche plus, c'est-à-dire qu'on relargue ces moustiques pour lutter contre les virus assez rapidement, ça ne marche plus parce qu'il y a une évolution, soit du moustique qui perd sa Wolbachia et qui est plus protégé, soit du virus... Mais dans ce cas-là, on revient au moustique sauvage. Soit du virus de la dengue qui lui-même évolue et qui est capable, cette fois-ci, d'affecter ces moustiques-là. Donc on ne sait pas trop où on peut partir en termes évolutifs. C'est passionnant sur un plan d'étude, mais c'est vrai que voilà, c'est un des premiers risques qui peut se passer. C'est une évolution sur le terrain. Et ça, à part étudier ce qui va se passer maintenant dans les populations australiennes, on ne sait pas trop.
Un deuxième risque, dès qu'on parle de transgénique, c'est si les moustiques sont réellement modifiés avec une modification du génome, c'est est-ce que ça peut passer à une autre espèce qui n'est pas l'espèce cible? Est-ce qu'il est possible que les modifications génétiques qu'on fait passent à une autre espèce? Un petit peu comme les plantes transgéniques, résistance à un herbicide, et qui passent cette résistance à une mauvaise herbe, et après on est envahi par la mauvaise herbe. C'est des choses qu'on a vues se passer aux USA. Est-ce que ça peut arriver, par exemple? Les technologies qui sont mises en œuvre, en tous les cas pour celles que je connais, ont pour vocation de stabiliser dans le génome du moustique les structures qui vont permettre aux moustiques d'être résistants à un pathogène, par exemple. Mais bon, les stratégies à l'heure actuelle qui sont développées en termes de moustiques génétiquement modifiés et qui s'adressent donc aux Aedes vecteurs de chikungunya ou dengue, sont des stratégies qui visent à réduire la taille des populations. Donc c'est ces technologies qu'on appelle la technologie de l'insecte stérile. Donc on va relâcher dans la nature des mâles, uniquement des moustiques mâles, qui sont stériles, et donc de ce fait s'accoupler avec les femelles naturelles. Et à ce moment-là, les descendances ont un caractère spécifique, ce qui fait que la descendance va s'atténuer. Et toutes ces nouvelles technologies dont on est en train de parler, que je développe aussi dans mon laboratoire, ça ne marche pas sur Anophèle pour l'instant. Donc on n'a rien pour le palu dans un horizon, même dans les 5 ou 10 ans qui viennent, je ne vois pas grand-chose arriver. On n'a rien comme insecticide, encore une fois, qui apparaît sur le marché. Et tout ça, c'est l'Afrique, dont rien de nouveau. Mais sur les Aedes, on est vraiment très très proche. Il y a des essais qui ont commencé, qui sont planifiés. Et il y avait également un très gros projet au Mexique qui a été mis en place. Donc là, ils en sont à une phase. Donc c'est un projet qui a été financé par la fondation Bill Gates pour créer des Aedes qui soient plus capables de transmettre le vecteur de la dengue, et donc avec un gros projet, donc pas de relargage d'insectes transgéniques, mais de construction de cages expérimentales gigantesques pour pouvoir tester comment se comportaient ces moustiques transgéniques, et avec un immense travail encore au niveau de la sensibilisation des populations dans lesquelles ces projets sont développés. Le souci que je vois, et dans le risque calculé, c'est vraiment important, c'est que des fois, ce qui m'inquiète, et franchement, on a quand même un enseignement à tirer de ce qui s'est passé pour les insecticides. Ce qui m'inquiète, c'est que si on trouve quelque chose, et quelque chose qui marche, c'est comment il va être utilisé. Il n'y a pas de concertation. Il n'y a déjà pas de concertation, même à l'échelle de notre pays comme la France. Il n'y a pas de concertation à l'échelle de la France pour l'utilisation des insecticides. Autrement dit, une commune peut utiliser un produit, voire faire intervenir une boîte privée. Sur la problématique de ces insectes qui sont modifiés, quel que ce soit porteur de Wolbachia ou que ce soit génétiquement modifié, là, il y a une sensibilisation du public, une responsabilité de nombreuses instances. Donc, je pense qu'il y a ces analyses de risques qui sont mises en place systématiques, et la concertation, je pense, que ne peut qu'exister sur ça. Donc, je pense que ce souci du risque calculé... Je me permets encore d'en douter, parce qu'il se peut qu'un pays puisse utiliser telle espèce transgénique et puis qu'un autre pays décide d'utiliser autre chose, alors qu'il serait bien plus efficace d'inonder une zone complète en même temps avec la même espèce pour vraiment éradiquer, et que si c'est des petits spots qui se font sur des petits endroits, ça va marcher un moment, et puis très rapidement, on va voir se développer une résistance, parce que l'évolution, c'est indispensable comme réflexion dans ce type de programme. Et il est peut-être important... Pourquoi les programmes qu'on envisage aujourd'hui se font à l'échelle des îles? Parce qu'il n'y a pas de migration d'autres... parce que les risques sont effectivement très moustiques limités. qui vont arriver. Tout à fait. Donc les risques de migration qui risquent de changer la donne par rapport aux études qui ont été faites en cage sont limités. Donc on peut très bien envisager des relargages de mâles stériles sur une île et que ça fonctionne. C'est pour ça que nous, on est en train de le faire à l'échelle de l'île de la Réunion. Mais si on a un programme qui fonctionne et qui est envisagé, et que tel pays dit « moi je vais faire ça », et que l'autre pays à côté dit « mais moi je vais faire autre chose », et ainsi de suite, ça va être très rapidement une cacophonie qui risque de conduire à un échec. Et c'est ce qu'on a vu pour les insecticides. Je pense que tout le monde a pris leçon de ça, et qu'on ne peut pas mettre en place un projet s'il n'est pas
intégré dans une stratégie globale à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une région. Et sur des problématiques graves comme des maladies comme le paludisme ou la dengue, je pense qu'il y a des instances à travers l'OMS et d'autres structures qui poussent pour que ce soit très, très coordonné. Mais encore faut-il qu'il y ait vraiment une concertation mondiale sur ces nouvelles technologies. Quand on voit les bactéries multirésistantes qui ont émergé aujourd'hui et les difficultés de combat contre ça qu'on peut avoir, et le tout début de réflexion mondiale pour lutter contre ça, on n'a pas encore vraiment de cellules mondiales alors que ces bactéries migrent, qu'elles commencent à envahir les pays, qu'on a des morts de plus en plus avec ça, qu'on n'a plus d'antibiotiques pour lutter contre ça et qu'on commence à peine à imaginer une structure mondiale qui est en train de se créer autour de ce problème. Je pense qu'il est vraiment temps d'envisager d'avoir des réflexions mondiales autour de ces problèmes. La vie d'un moustique et de multiples espèces de moustiques est tellement complexe que je pense qu'on aura vraiment toujours des moustiques, quels que soient les efforts que l'on fasse. On va diminuer les populations des moustiques qui nous intéressent, c'est-à-dire ils nous intéressent parce qu'ils transmettent des maladies qui touchent l'homme et également qui peuvent transmettre des maladies aux animaux domestiques, bétail en particulier. Mais il y a tous les autres qui vont piquer les oiseaux, les lézards, les serpents. Et tout cela, ils ont cette vie complexe d'avoir un stade de vie aquatique. Donc là où on a de l'eau, on aura de la vie à côté, donc on aura et on maintiendra forcément des moustiques. Et on va éventuellement, dans certaines méthodes de lutte, faire diminuer la quantité de moustiques. Et on a montré effectivement que le simple fait de faire diminuer la quantité de femelles de moustiques avait une influence très importante sur la transmission de la maladie qui est véhiculée par ces femelles, que ce soit le paludisme ou un virus de dengue ou de chikungunya. Quel que soit le moyen de lutte, même un insecticide, on n'a jamais réussi à éradiquer. Oui, mais on doit quand même voir des effets. Dans les grandes campagnes, par exemple, de traitement insecticide comme en Camargue, on a quand même diminué, alors là, sans cibler une espèce plutôt qu'une autre. A-t-on vu de réels impacts, je ne sais pas, sur les oiseaux, les poissons, je ne sais pas du tout. En fait, pour moi, ce qui fait un bon insecticide, c'est un insecticide qui ne tue que l'espèce qu'on veut tuer. Voilà, et les tests sont en cours en Camargue de manière plus approfondie. Donc là, il y a une équipe à la Tour du Valat en Camargue qui est en train de faire ces tests-là. Cela dit, je pense qu'il ne faut pas non plus un risque calculé. Effectivement, il y a des risques. Imaginez qu'une méthode a un risque zéro, il ne faut pas non plus rêver. Tout dépend de ce qu'on veut. C'est en fonction de ce qu'on cherche à obtenir, est-ce que ça en vaut la peine ou est-ce que ça en vaut pas la peine. Il y a eu une décision de traiter la Camargue, je sais pas, moi je m'étais fortement opposée à ça, parce que la Camargue c'est quand même un parc naturel, c'est un de nos plus beaux parcs en France. C'est pas forcément utile d'aller traiter cet endroit-là pour développer des populations humaines. En fait, à un moment donné, lutter contre les marécages, c'est quand même compliqué. Bon, a priori, c'est complètement difficile d'imaginer qu'on va supprimer une espèce en particulier. Tout à fait. Surtout vu les marécages qu'il y a en Camargue. À moins d'avoir une action physique, et je pense que c'est la première action à avoir si jamais on veut lutter contre les moustiques, c'est enlever les gîtes, c'est-à-dire enlever l'eau. S'il n'y a pas ça, déverser des tonnes d'insecticides quelque part, c'est un petit peu inefficace, quoi. C'est vraiment pas la chose à faire. C'est peut-être un endroit où justement il faudrait tester l'efficacité de ces nouveaux modifiés. Ah oui, là, la Camargue, il y a de quoi faire. Hein. Il y a vraiment de voir justement les questionnements qu'il peut y avoir en Europe concrètement. Moi, je pense que le risque est vraiment trop fort là pour notre parc naturel. C'est quand même un superbe parc naturel que les étrangers nous envient. Est-ce qu'on va prendre le risque de faire chuter nos populations d'oiseaux qui sont magnifiques, hein? Et pourquoi ? Si on utilise ces fameuses Aedes, est-ce qu'à ce moment-là, on peut... Je pense que ça vaut le coup de prendre ces risques-là quand on est face à une maladie grave. Autrement dit, la question se pose encore aujourd'hui de savoir si on va utiliser le DDT, sachant que ce produit est connu pour avoir des effets toxiques sur les oiseaux, sur les coquilles d'œufs, etc. Et sur l'homme. Sur l'homme. Donc on sait qu'il y a des toxicités associées à ce produit, d'accord ? Mais on sait aussi qu'il a été capable d'éradiquer la malaria, par exemple, en Afrique du Sud. Ils ont utilisé du DDT pendant quelques années, ils l'ont à nouveau éradiqué. Donc c'est exactement ça. Est-ce qu'on peut effectivement supprimer une source de moustiques, pas éradiquer tous les moustiques, mais supprimer une source de moustiques
tout en prenant le risque d'avoir une toxicité pour certains animaux, les hommes, etc. C'est un choix à faire. Si vraiment le risque, c'est d'avoir une mortalité forte pour l'homme, est-ce qu'on prend le risque d'avoir une certaine toxicité pour l'homme aussi, pour des oiseaux, etc. Face à ce type de choix, je suis d'accord. Si c'est pour avoir un hôtel touristique à Aigues-Mortes ou aux Saintes-Maries-de-la-Mer, est-ce que ça vaut le risque de détruire notre parc naturel? C'est des questions à se poser. Est-ce qu'on veut aller contre la nature, essayer d'avoir effectivement des complexes touristiques et pour cela détruire notre nature, ou est-ce qu'on veut lutter contre 1 million de morts en Afrique? Mais le problème qu'on a vraiment vu ces dernières années avec les insecticides, c'est que si on découvre une nouvelle arme, si on commence à l'utiliser et que ce n'est pas fait de manière concertée à une échelle nationale et mondiale, quelques années plus tard, les populations de moustiques vont devenir résistantes et elle sera inutilisable. Donc il faut vraiment réfléchir à comment l'utiliser avant de l'utiliser. C'est déjà fini, bravo et merci. On se retrouve bientôt pour un nouveau débat. 2 invités dans ce même plateau, rien que pour eux.